Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. La communauté internationale célèbre ce 6 avril la Journée mondiale du travail invisible, une occasion pour donner de la visibilité à tout travail qui n'est pas officiellement reconnu. Il sera également question de l'innovation au féminin, les femmes qui s'intéressent désormais au monde du digital au Bénin. Allons à la découverte de l'une de ces femmes qui exerce dans le numérique. Et puis, rester sous la climatisation quand il fait chaud peut être un bonheur, mais y rester longtemps peut vous exposer à certaines maladies. Connaissez-vous le travail invisible? A priori, on pourrait penser qu'il s'agit du travail non déclaré ou des professions officiellement interdites. Et pourtant, il n'en est rien. Il s'agit en fait du travail qui n'est pas reconnu comme tel et non comptabilisé dans la création de richesses au sein d'un pays. À l'occasion de la Journée mondiale du travail invisible, célébrée ce 6 avril, Ulvaeus Balogun s'est intéressé dans l'élément à suivre au travail invisible et à son importance suivant pour mieux comprendre. Répandu à travers le monde, le travail invisible est un concept élaboré au Québec par l'Association féminine d'éducation et d'action sociale. Il désigne le travail d'un parent qui met sa vie professionnelle entre parenthèses, le temps d'élever ses enfants et de les amener à une certaine autonomie. Des femmes, mais aussi des hommes qui travaillent à maintenir un environnement sain pour la famille. Créé depuis 2001, le concept du travail invisible fait donc référence au travail qui n'est pas officiellement reconnu. Il s'agit plus précisément du travail que les femmes exécutent au foyer, mais aussi dans l'entreprise de leurs conjoints, ou encore du travail non rémunéré des parents auprès des enfants ou de leurs proches âgés en perte d'autonomie, malades ou handicapés. En effet, le travail invisible concerne beaucoup plus les femmes que les hommes. Et bien qu'elles aient investi le marché du travail rémunéré, le partage des tâches escomptées dans le couple et la famille n'est pas évident. Ainsi, les femmes se retrouvent souvent avec la charge entière des enfants, l'organisation de la maison avec les activités ménagères et pour plusieurs, la responsabilité des parents vieillissants ou malades. Si individuellement ce travail invisible peut paraître dérisoire aux yeux de certains, mis bout à bout, il pèse lourd. Selon l'Organisation des Nations Unies, la valeur annuelle du travail invisible non rémunéré des femmes à travers le monde est évaluée à 11 000 milliards de dollars américains. Le combat aujourd'hui pour de nombreuses femmes est la reconnaissance de ce travail. Bien que le travail invisible soit un travail d'amour, l'Association féminine d'éducation et d'action sociale estime qu'il faut sensibiliser le public à la valeur sociale et économique de ce travail non reconnu parce que non comptabilisé dans les comptes nationaux. Car la reconnaissance de cette contribution auprès de la famille et de la communauté permettrait de mettre en place des mesures sociales et financières. Parlons à présent du numérique, un secteur porteur dans le monde. Aujourd'hui, le digital n'attire pas que les hommes. Des femmes s'intéressent de plus en plus au métier du numérique. Une équipe de notre rédaction a rencontré une Béninoise qui évolue dans l'univers du digital au Bénin. Suivez ce reportage de Rodrigue Babagbeto. Quand elle se rend à son lieu de travail dans la journée, c'est entre son téléphone, l'écran de son ordinateur et quelques rares fois les câbles techniques que Zérose passe le clair de son temps. Je suis responsable chef département de 3 réseaux d'accès, 3 technologies de réseau d'accès. Quand on dit réseau d'accès, c'est les équipements qui fournissent, qui amènent chez le client lambda l'Internet. Et les matins, qu'est-ce que je fais?
on doit m'envoyer des points selon des séquences d'heures. Je jette le regard là-dessus, je vois les anomalies, j'apporte mes analyses là-dessus, je donne des instructions. Alors, quand je prends ces requêtes, je l'envoie. Après toute analyse, je l'envoie à qui doit traiter et je fais le suivi. J'attends un compte rendu par rapport à tout ça. Un peu ce que vous avez constaté, que d'ici, j'ai pu gérer une situation à Parakou tout en donnant des instructions de prise en main. Pour en arriver à ce stade, des sacrifices, Zérose a dû en faire avec comme seul guide sa passion. C'est pas vraiment rose du début jusqu'à la fin, mais il faut tenir. Il faut tenir. J'ai fait toutes les couches dans ce métier. J'ai été agent, adjoint et toutes les couches. Donc, à chaque étape, à cette difficulté, mais quand tu tiens là-dedans, quand tu fais tes preuves, quand un OSA se présente devant toi parce que tu es femme ou parce que le regard ou l'appréciation ou l'approche de l'environnement s'impose à toi, il te revient de t'adapter et de prendre de la hauteur par rapport à ça. Mais si tu te recroquevilles dans ta peau de femme, mais le système va t'avaler. À l'époque, c'était vraiment perçu comme un métier d'homme parce qu'on ne voyait pas derrière la réalité de la chose. On pensait que c'était une question de force physique et autres. Là, on dit, mais est-ce que tu peux tenir? Est-ce que tu as ce qu'il faut, les muscles qu'il faut pour tenir? L'ambition est de plus en plus grande aujourd'hui et cette femme, empreinte dans le digital, donne envie non seulement à ses collaborateurs, mais aussi aux jeunes femmes de la nouvelle génération. Quand je la vois travailler et quand je vois le secteur que j'adore, je pense que c'est une occasion pour moi de demander à toutes les femmes qu'il n'y a rien de compliqué. L'essentiel, c'est de se donner et de se cultiver. C'est un secteur qui impose la mise à jour. Il faut s'honorer dans ce domaine et devenir des élites, comme les exemples que nous avons, notre ministre Ovalie, et comme plusieurs d'autres femmes dans le secteur aujourd'hui. Si depuis les années 70 où le digital a vu le jour, les hommes ont été nombreux à s'engouffrer, aujourd'hui, les femmes sont de plus en plus amenées à oser, innover et entreprendre dans le domaine, faisant du digital un monde de plus en plus inclusif. Un climatiseur au bureau ou à la maison est utile en période de chaleur, mais pour garder son organisme sain avoir un matériel avec des performances optimales, de grands comportements sont indispensables. À quelle température faut-il mettre son climatiseur? Quelles sont les maladies auxquelles on s'expose en restant longtemps sous la climatisation? Un spécialiste en froid et climatisation nous apporte quelques réponses. Il est au micro de Ulvaeus Balogun. Il faut dire que la climatisation, c'est un ensemble de procédés qui consistent à contrôler, réguler, modifier les conditions climatiques d'un local pour des raisons de confort ou pour des raisons techniques. C'est le cas des centrales, des chambres de serveurs, le cas des blocs opératoires et autres. En fonction de la température extérieure que nous avons au Bénin et dans notre sous-région, parce que nous sommes dans une zone tropicale, il faut régler son climatiseur à une température comprise entre 26 et 24 degrés. Généralement, le climatiseur même est conçu pour fonctionner 8 heures de temps d'affilée, mais vous pouvez rester beaucoup plus longtemps. Si vous réglez votre climatiseur à 28 degrés, voilà que la température extérieure est déjà de 30, l'organisme, le corps humain est autour de 36, vous allez beau rester longtemps, ça ne vous dira pratiquement rien. Parce que l'écart de température entre l'extérieur et le local est tellement réduit que l'organisme arrive à gérer facilement cette petite fourchette-là. Mais c'est quand les écarts sont beaucoup trop grands que cela crée des problèmes de santé. Entre autres, les maux de gorge, le mal de tête, le nez qui coule parfois pour certaines personnes. Vous allez voir que votre peau est desséchée. Vous n'allez pas avoir le confort. Autre chose, il ne faut pas allumer son climatiseur et laisser les portes et les fenêtres ouvertes. Ça ne vous servira à rien. Les déperditions iront tout de suite vers l'extérieur et en fonction du local dans lequel vous êtes, vous allez voir que la température n'est toujours pas atteinte et le compresseur va fonctionner plus longtemps. Et maintenant, lorsqu'il y a personne dans les locaux sont vides,
il faut arrêter le climatiseur. Vous savez, et tous ces trois éléments combinés vous font baisser considérablement en consommation d'énergie et du coup, vous allez avoir le confort qu'il faut et à un prix juste. Vous n'allez pas avoir des factures qui seront exagérées à la fin du mois. Information du Bénin, futur producteur d'hydrocarbures, le Sénégal se prépare à valoriser ses réserves, en particulier dans le domaine de la logistique et du transport maritime, notamment par l'intermédiaire du port autonome de Dakar. Le concessionnaire du terminal gazier compte y investir environ 70 milliards de francs CFA pour construire une installation unique qui fournira de nombreux services gaziers. Une fois la construction achevée, le terminal sera capable d'accueillir et d'alimenter en GNL les navires fonctionnant avec ce carburant. Cette construction s'effectuera en plusieurs phases et va permettre à terme de réceptionner, de stocker, de regazifier et de livrer le gaz à de nombreux clients. Avec une capacité de stockage de 140 000 m3, il va alimenter également en GNL les pays voisins, renforcer la chaîne de valeur du gaz domestique et contribuer surtout à générer des emplois indirects et directs. L'information à l'international, c'est aussi dans Eco Inter, une compilation présentée par Patrick Adjabodjou. Manque d'oxygène, personnel soignant à bout, la crise sanitaire liée à la Covid-19 s'amplifie à Madagascar. La deuxième vague de coronavirus plonge le pays dans une crise sanitaire toujours plus importante avec 15 décès répertoriés en 24 heures. Si les chiffres semblent faibles, 25 000 cas environ pour 433 décès depuis mars 2020, il reste dramatique comparé à l'année dernière et à la capacité de prise en charge des hôpitaux qui n'a pas beaucoup évolué depuis plusieurs mois. De nouvelles mesures ont été prises, à savoir la fermeture des écoles pendant 15 jours, la réouverture des centres de traitement et une nouvelle répartition des malades entre les centres de santé de base et les hôpitaux. La France démarre ce mercredi la production de vaccins contre la Covid-19 chez le sous-traitant français Delpharm. Une production qui commence par des lots tests dans un premier temps pour s'assurer que tout est conforme aux standards de qualité attendus et ensuite le plus rapidement possible sur de la production de lots commerciaux. Concernant la capacité de production, aucun chiffre n'est encore communiqué. En Arabie Saoudite, le petit pèlerinage à la Mecque est ouvert uniquement aux personnes vaccinées contre le coronavirus. Seules les personnes qui sont vaccinées contre la Covid-19 seront autorisées à effectuer le petit pèlerinage à la Mecque à partir du début du mois de jeûne musulman du Ramadan qui commence mi-avril cette année, ont annoncé lundi les autorités saoudiennes. Cette mesure s'applique notamment aux personnes ayant reçu les 2 doses de vaccin nécessaires et à celles ayant reçu une seule dose depuis au moins 14 jours. Les États-Unis s'engagent à faciliter l'accès aux vaccins. Ils veulent faire beaucoup plus d'efforts dans leur livraison de vaccins anti-Covid aux pays étrangers et ne demanderont pas de faveur en échange. L'objectif du gouvernement de Joe Biden d'offrir un vaccin à 90% de la population des États-Unis sera bientôt atteint et Washington envisage de livrer un probable surplus de vaccins à d'autres pays plus en retard dans leur propre campagne. La Corée du Nord renonce aux Jeux Olympiques de Tokyo cet été en raison des risques d'infection au coronavirus, a annoncé mardi dernier le ministère nord-coréen des Sports. Lors d'une réunion, le comité olympique nord-coréen a décidé de ne pas participer aux 32e Jeux Olympiques afin de protéger les athlètes de la crise sanitaire mondiale causée par la Covid-19. Direction maintenant l'Algérie à la rencontre de jeunes couples citadins. Anis et Anifa Saïdou ont décidé de tout quitter pour s'investir dans l'agriculture biologique. Suivez ce reportage de nos confrères de France 24.
Hanifa ont quitté leur zone de confort pour se consacrer à l'agriculture biologique. Plus qu'une passion, c'est un engagement que ces jeunes mariés ont toujours partagé même avant de changer de vie. Ils ont décidé de créer leur propre ferme sur ce terrain familial de près de 3 hectares à une trentaine de kilomètres d'Alger. Notre visite commence par ce qui représente pour eux le coin de prédilection. On vient ici pour se ressourcer un peu, pour se donner un peu un remontant psychologique pour toute la journée. On fait le plein d'énergie, de bonne humeur surtout, et puis on descend au champ pour aller travailler la terre. Anis a 28 ans, il est pharmacien. Son épouse Hanifa, âgée de 26 ans, est ingénieure diplômée de l'école polytechnique d'Alger. Leur objectif, prôner une agriculture respectueuse de la nature. En permaculture, donc, ce qu'on fait, c'est du compagnonnage. Donc, par exemple, on ramène des animaux. Par exemple, les canards, quand on les ramène, eux, ils nous débarrassent des limaces et nous, on leur offre une mare. Les canards adorent barboter dans l'eau. On a choisi l'agriculture biologique parce que c'est un peu la santé aussi. C'est-à-dire qu'avoir dans son assiette des légumes et des fruits qui sont bio, c'est aussi être en santé, ça veut dire que c'est bien consommé. Et le consommateur algérien, il cherche un produit de qualité. Ce qu'il cherche aussi, on a remarqué, c'est un rapport direct avec l'agriculteur. Donc, ils veulent voir les légumes pousser, les légumes qui finiront dans leur assiette, ils veulent les voir pousser. Sensibiliser au compostage fait également partie des priorités du jeune couple. Là, c'est un composteur fait maison, donc on a fait ça. Et systématiquement, quand les gens viennent nous rendre visite, on leur demande que la prochaine fois qu'ils viennent, ils ramènent des déchets ménagers organiques. Nous, nos propres déchets organiques, on les trie, on les met ici, on laisse composter le temps que ça prenne. Économiser l'eau, trier les déchets ménagers, militer pour des espaces verts pour tous ceux en quête d'un endroit où se ressourcer. Autant de valeurs que ces jeunes agriculteurs veulent incarner et inspirer. Et c'est la fin de ce journal. Très bonne suite des programmes de BB24.